Ok, donc on est dans Gephi, donc ouais, comme tu disais, 500 liens. La première étape, une guide. Eh ben écoute, Force Atlas 2, Alors, est-ce que on le déjà, lance et on regarde. Ouais. tu pourrais expliquer la différence entre Force Atlas et... Alors, c'est essentiellement l'optimisation. Donc, l'optimisation va faire que le résultat ne sera pas exactement le même. Vous savez que les layouts comme ça, ils sont non déterministes, donc ça dépend de la situation d'origine, mais aussi un peu de trucs de randomisation. Comme l'optimisation va être différente, on va avoir un résultat qui sera dans les détails. Enfin, les formes seront les mêmes, mais elles pourront être tournées ou inversées. Donc même pattern, mais dans le désordre. Le Force Atlas 2 est juste beaucoup plus rapide. La seule chose qui change, c'est ça. Et puis il a quelques petites fonctionnalités en plus. Mais si vous l'utilisez juste de base, les deux vont donner grosso modo le même résultat. Ouh oui, ça va vite. Alors, déjà un truc que moi je vois là, c'est que j'aimerais bien... on voit des zones très très denses, et comme tout est noir, et les liens et les nœuds, j'aimerais bien voir les liens, pas de la couleur des nœuds, j'en vois les liens en gris et les nœuds en noir. Ah oui, là ils sont tous en gris, ouais, c'est pas mal. Juste pour qu'on les différencie bien. Parce que un des trucs qui va être important, ça va être de gérer l'étalement des nœuds dans l'espace. En fait, il met forcément les liens de la couleur... Alors, non, tu peux juste aller décocher le petit... ouais, tu vois en bas de l'écran, il y a un petit arc-en-ciel avec un petit... Ah oui. Voilà, la couleur, exactement. Si tu fais ça, t'enlèves les liens ne sont plus de la couleur des nœuds. Tu vois, je viens de découvrir quelque chose. Yeah. Donc là, c'est bien. On voit bien les nœuds sont des petits points noirs. Et les liens sont des petites lignes grises. Et donc, on peut bien voir si les nœuds se recouvrent ou se recouvrent pas. Donc, c'est quoi qu'est-ce qu'on essaie de faire? Alors, d'abord, je dirais... La base de la base, on essaie de faire un fond de carte, pour le dire en français. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va vouloir passer du temps avec cette carte pour la comprendre, et on aimerait bien construire une représentation mentale de la carte. Donc en fait, le but là, c'est d'aller arrêter une spatialisation qui nous satisfasse. L'idée du Force Atlas, c'est que tant qu'il tourne, il continue de faire des trucs. Ça te permet de tirer, de faire des interventions sur le réseau. Quand le réseau il est suffisamment petit, il va très vite trouver une configuration dans laquelle il va rester, une configuration stable. Et là, c'est ce qu'on voit là. Tu peux peut-être montrer ça. Si tu tires un nœud, il va revenir. Voilà, il va revenir quelque part. Donc là, le layout tourne et tu peux interagir sur le truc. Donc, on va essayer de trouver de faire une bonne base map. Des fois, le réseau il peut se stabiliser pendant plusieurs minutes et seulement un peu après avoir certains nœuds et certains clusters qui vont se déplacer. Et tout à l'heure, j'en ai vu un où ça faisait 30 secondes que ça bougeait plus et soudainement, il y a un cluster qui est venu se repositionner. Ouais, très bon point. Donc là, le réseau, il est un peu petit pour avoir ces effets-là, mais quand les réseaux sont grands, et encore, on peut les voir un peu, si tu laisses le truc tourner longtemps, tu vas voir des espèces d'effets de seuil, c'est-à-dire que les nœuds, ils ont l'air tout bloqués, le réseau a l'air d'avoir atteint une position stable, et grosso modo, c'est le cas, mais les nœuds peuvent se passer les uns autour des autres, au travers des autres, lentement, parce qu'il y a plein de petites frictions, machin, et puis pouf, se débloquer d'un coup, et ce qui va débloquer en cascade d'autres trucs à d'autres endroits du réseau. Donc des fois, si tu laisses ton réseau tourner, tu vas voir des petits trucs. Il y a des rendements décroissants, mais si tu laisses ton réseau tourner, si tu as un plus gros réseau, genre 10 000 nœuds ou plus, tu laisses Force Atlas tourner toute la nuit, tu vas avoir un meilleur résultat à la fin. Alors, donc... on peut voir cet effet-là, par exemple, si on coche l'option qui s'appelle empêcher le recouvrement. Empêcher le recouvrement ici. Elle est troisième du bloc, voilà, exactement. Donc, quand tu coches cette option, ça va un petit peu améliorer le layout, puisque les nœuds qui autrement devraient être, qui se chevaucheraient, ne vont plus se recouvrir. Donc les nœuds se repoussent avec une sorte de distance de sécurité les uns des autres. Mais si tu fais ça, tu empêches le réseau
les nœuds peuvent plus se traverser, entre guillemets. Donc quand les nœuds se traversent, en fait, ils passent proches les uns des autres, mais ils se croisent comme ça doucement, et il faut qu'ils trouvent le chemin les uns dans les autres. Quand tu fais ça, ça ajoute de la friction dans le système. Donc là, par exemple, si maintenant tu tires ton réseau dans une forme désordonnée, il va galérer avant de se remettre bien par rapport à si tu n'as pas l'option activée. Donc ça, c'est juste pour démontrer ces effets de la difficulté des nœuds à se traverser les uns les autres. Alors là, tu as pris le nœud le plus connecté. Lui, c'est celui qui a le plus de force pour revenir à sa place. Si tu en prends un qui n'est pas connecté, voilà, un des nœuds qui sont un peu plus, voilà, exactement, un qui est sur le côté comme ça, et tu le fous de l'autre côté, ou quelque part au milieu, ils vont se retraverser, mais tu vas voir que ça bloque. Ça va prendre plus de temps. Voilà. Ouais, ça, c'est le recouvrement, c'est vraiment une fois qu'on a atteint la stabilité avant. On a d'abord atteint la stabilité 100, puis on l'utilise. Exactement. Donc, d'ailleurs, un petit secret là, du design de l'algo, c'est que quand tu cliques sur empêcher recouvrement, il ralentit tout l'algo exprès, parce qu'il considère que tu es à une sorte de phase finale dans laquelle tu veux. Normalement, si tu décoches, ça va bouger plus vite. Mais ça, du coup, ça va vibrer. Il y a Spelivan qui demande c'est quoi les meilleurs réglages pour Force Atlas. Justement, on va les prendre un à un et on va regarder en fonction. Ça va être le sujet, le fil rouge tout au long du stream. Exactement. Au fond, le truc qu'on essaie d'accomplir, c'est qu'on veut comprendre la structure du réseau. Et on va essayer simplement de régler les problèmes. Bah tiens, on va traiter les problèmes les uns après les autres sur ce réseau-là en particulier. Comme ça, on va traiter ce réseau-là. Tu peux décocher exactement empêcher le recouvrement. Ouais, décoche-le, on refera une passe à la fin. Le premier truc que j'ai envie de regarder là, c'est que... donc d'abord, on voit des clusters. C'est ça qu'on voulait voir. Donc on voit des clusters, c'est cool. Et on voit aussi qu'il y a des nœuds qui sont hyper connectés, des hubs. Et ceux-là, ils ont a priori une importance dans le réseau. Un des trucs qui universellement rend les réseaux plus lisibles, c'est de hiérarchiser l'information. C'est pas juste les réseaux, c'est n'importe quelle visualisation. Donc en fait, la stratégie qu'on va avoir, que je suggère là, c'est qu'on voudrait avoir des nœuds plus gros et des nœuds plus petits. Les nœuds qui sont hyper connectés, je vais relativement arbitrairement dire ils sont plus importants. On pourrait discuter ça. C'est à chacun qui a son réseau de choisir un peu qu'est-ce qu'il considère comme étant important. C'est pas mon réseau, donc j'improvise un peu. Mais c'est quand même un truc qu'on fait très très souvent. Les nœuds les plus connectés, on les met plus gros. Alors je vois en haut à droite, parce que je connais Gephi, si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez voir, mais en haut à droite, il y a liste de nœuds, liste de liens, et il y a écrit graphe orienté. Ça veut dire que les liens ont une direction. Et là, je peux rajouter un truc, c'est que souvent, on préfère savoir qui reçoit les liens que qui les envoie. Donc je vais pas juste regarder peut-être qui... a le plus de connexions, mais qui a le plus de connexions entrantes, c'est ce qu'on appelle le in-degree. Et ce que je voudrais faire, c'est que je voudrais bien mettre les nœuds qui ont plus de in-degree plus gros. Pourquoi je fais ça d'abord ? Parce qu'en fait, on va à un moment donné arrêter le fond de carte, on va l'arrêter et on va empêcher les nœuds de se recouvrir, et pour qu'ils ne se recouvrent pas, il faut qu'on ait déjà une taille. On pourra avoir la couleur plus tard, mais la taille, c'est bien de l'avoir avant, à cause de cette gestion de l'espace. Donc on va leur donner une taille, on va mettre les nœuds qui ont plus de in-degree, on va les mettre plus gros. Donc tu sais faire ça, on va aller dans le panneau aspect à gauche. Alors moi j'ai pour habitude de quand même le calculer d'habitude, mais c'est vrai qu'il y est calculé automatiquement dans l'aspect ici, donc taille des nœuds, classement. C'est traduit en plus. In-degree. Degré entrant. Degré entrant, et on peut même mettre un rapport de 1 à... facilement 50. Alors, comment est-ce qu'on choisit les... Vas-y, donc mets un truc comme ça, 1 à 50, applique. Voilà. Comment est-ce qu'on choisit la taille ? La taille, elle est relative à la spatialisation. C'est-à-dire que c'est pas des centimètres. L'espace, il est abstrait là-dedans. Donc, tant que la taille des nœuds est d'accord avec l'espacement des nœuds, tout le monde est content. C'est-à-dire qu'il y aurait deux façons d'agir. Là, il y a des nœuds qui sont trop gros. On pourrait diminuer la taille des nœuds qui sont les plus gros, ou on pourrait forcer le réseau à s'étaler plus. Donc pour l'étaler, par exemple, exactement, tu augmentes l'échelle et le réseau devient plus grand. C'est un peu comme si tu dézoomais, mais sauf que ça agit vraiment sur l'espace. Et donc, tu agis sur l'équilibre entre la taille des nœuds et l'étalement de ton réseau. La question qu'il faut se poser dans ce cas-là, c'est de se dire, pour choisir entre l'échelle et la taille des nœuds, c'est de se dire, est-ce que je veux plus de contraste entre mes petits nœuds et mes gros nœuds ? Et dans ce cas-là, je mets plus d'échelle et donc plus de contraste ici, une plus grande taille max. Ou est-ce que je veux un plus petit contraste entre la taille de mes nœuds ? Mais dans ce cas-là, il me faut une plus petite échelle pour que ça rentre. Exact. Là, on est déjà en train de se demander à quelle échelle on veut voir ce réseau. Là, c'est un petit réseau, donc en fait, je présume qu'on va vouloir le voir en entier.
un des problèmes qu'on va voir là, c'est qu'il s'étale trop ce réseau. Donc on va ajouter un peu de gravité après, mais on va y venir. Mais comme on va vouloir le voir entier, là tu vois, là on le voit à peu près entier, grosso modo. Les gros nœuds, on les voit bien, les petits nœuds, ils sont trop petits. Donc on voudrait là pas avoir un contraste entre les gros nœuds et les petits nœuds qui soit trop important, mais on pourrait prendre une décision différente si on avait une autre situation. Si vous avez une grande carte comme celle qu'il y a derrière moi, je ne sais pas si vous voyez mais si on a une très grande carte qu'on va imprimer en très très grand, on peut avoir des contrastes très très forts parce que peut-être les gens vont se rapprocher de près du poster et voir les tout petits nœuds. Donc tu vois, si tu peux zoomer ou dézoomer en te déplaçant parce que la carte est imprimée, est-ce que je sais que les cartes Twitch, tu vas exactement tes cartes Twitch, tu les mets en zoomable, donc des petits nœuds ça peut marcher. Et là, donc si c'était pas le cas ici, on pourrait prendre une décision différente, mais là je vais le faire de telle sorte qu'on puisse grosso modo embrasser la relation des nœuds bien. Donc un rapport qui va bien fonctionner, c'est un rapport genre de 1 à 3. Donc là par exemple les petits tu peux les mettre à 3 et puis les grands à 30 non, si je fais ça, un rapport de 1 à 10. Testons un rapport de 1 à 10. 3 à 30 3 à 30 et on va voir si 30 c'est trop gros. Sinon tu vas faire c'est pas mal. C'est pas mal. Alors je vais oui, donc là on a un rapport de 1 à 10 et ça va fonctionner. Peut-être les petits sont encore un peu petits, peut-être 5 à 30. 5 à 30. Le rapport dépend aussi de combien t'as de gros nœuds, mais en fait souvent t'en as pas beaucoup. Parce que tes réseaux sont souvent des réseaux à invariance d'échelle. Je rentre pas dans la théorie des réseaux, mais souvent tu as beaucoup de nœuds peu connectés et peu de nœuds très connectés. Donc tu peux y aller. Alors souvent. on nous demande dans le chat, excusez-moi, vous êtes dans les techniques de visualisation, mais quelles sont les données et que cherchez-vous à visualiser? Alors j'ai envie de dire que là on a un peu une approche graphe agnostique, dans le sens de finalement on s'intéresse pas tant pour le moment à ce qu'il y a de base comme données dans le graphe, mais plutôt de comment on le spatialise d'un point de vue purement géométrique presque. Ouais, exactement. Comment, en fait, ce réseau nous a été donné par l'un de vous qui nous regardait. Donc on ne sait pas ce à quoi il correspond, mais on essaie de résoudre des problèmes graphiques pour que le layout fonctionne. Donc ce qu'on essaie de faire, c'est de voir les motifs visuels. Les patterns, pardon, je parle un peu franglais trop des fois. Les motifs visuels. Les motifs visuels pertinents ici, c'est les ponts, les clusters, l'espacement entre les clusters, etc. Donc déjà, un des trucs. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec régler la taille des nœuds. Là, je pense que grosso modo, on est OK avec la taille des nœuds. On voit les petits nœuds, on les voit. Les gros nœuds, on les voit. On a une hiérarchie de l'information, c'est bien. Qu'est-ce qu'on essaie de faire ensuite? Ensuite, on essaie de voir les clusters. On essaie de bien voir les clusters. Donc, on va essayer de résoudre deux types de problèmes. Premier type de problème, il y a des nœuds qui se recouvrent et donc on n'arriverait pas à les compter. On n'a pas trop ce problème-là, mais on peut quand même voir que le cluster qui est actuellement plutôt en haut à gauche, il est quand même vachement dense par rapport à d'autres clusters. Donc, on voudrait s'assurer qu'on est capable de les lire et pour pouvoir estimer la densité de points visuellement. Ça, c'est une première chose. Le deuxième truc, c'est que si on essayait d'afficher tout le réseau d'un coup là, comme il a des tentacules, des filaments qui vont loin, tout le réseau est petit. Or, on considère que l'information qui est importante, c'est les clusters. Donc les petits nœuds qui se baladent loin, complètement déconnectés ou partiellement déconnectés, nous embêtent et ils nous empêchent d'utiliser bien l'espace. Pour ça, donc ça c'est un autre problème qu'on va résoudre. On va d'abord résoudre ce problème d'ailleurs. C'est pour ça qu'on a un paramètre qui s'appelle gravité. Fondamentalement, ce que fait la gravité, c'est qu'elle rapproche les nœuds du centre. Mais, donc là, vas-y, mais 10 par exemple, faut pas hésiter à être bourrin. J'aurais été plus radical dans mon approche, mais je pense que tu vas y venir sûrement. C'est-à-dire que je serais même pas passé par la spatialisation. Je serais passé par les composantes connexes, mais peut-être que tu y viendras plus tard. Ah non, moi je passe par la spatialisation là. Okay. Ouais. Donc là, t'as mis x10 de gravité. Ouais, ça n'a pas changé grand-chose. Non. C'est normal. En fait, ce qu'il faut faire, c'est plutôt cliquer sur le bouton gravité plus forte. Ce que ça va faire, ça va avoir... Voilà. Donc là, la gravité du coup est trop forte, mais il faut garder le bouton coché gravité plus forte et diminuer la valeur de la gravité. Donc repasse à 1 là par exemple. Ok. Hop. Et grosso modo, ce que fait gravité plus forte, c'est qu'elle contient tout le réseau dans une espèce de cercle.
C'est un peu une sorte de forme émergente. Alors, qu'est-ce qu'on essaie... Là, on a un autre problème. Donc, d'un côté, on a réglé notre problème de filaments qui vont trop loin et qui empêchent la spatialisation, mais on a tout écrasé dans un cercle qui est trop petit. Donc, il faut baisser encore la gravité. Du coup, il faut l'emmener en dessous de 1. Il n'y a pas de honte à avoir. On met 0,1, 0,01, 0,0001 si on a besoin. Je m'en étais jamais servi comme ça. C'est-à-dire que souvent, quand je mets la gravité plus forte, je vais l'utiliser plutôt avec l'échelle. Ce qui donne un résultat pas très satisfaisant, mais tu vois, en fait, il dilate cette espèce de boule trop resserrée. Mais j'avais jamais baissé directement la gravité, ce qui lui donne plus un aspect tu vois, naturel qu'on a, dont on a l'habitude, tu vois, avec Force Atlas. Absolument. Donc, alors, petite précision, là, je montre un peu les effets qu'on voit là. C'est donc cette gravité plus forte là, elle va. Tu peux la remettre comme elle était avant ? Ouais, à 0,1 ? Ouais. Là, elle est. Donc, on pourrait discuter là si elle est trop forte ou pas assez forte, mais vous voyez qu'on devine un peu l'espèce de cercle qu'il y a autour et qui contient le réseau, et les filaments, ils sont un peu tordus pour être contenus dans ce cercle, vous voyez. Et puis, ça garde aussi les petites îles. En haut à gauche, on voit des petites îles. J'utilise des métaphores, mais on peut appeler ça comme ça, des composantes déconnectées. Elles se baladent, elles restent relativement à proximité. Donc, là, on a un peu détruit le motif visuel des filaments, c'est-à-dire que le réseau a l'air plus dense qu'il ne l'est. Peut-être on s'en fiche et on veut optimiser pour avoir le réseau le plus lisible possible, ou peut-être on veut... moi, je relâcherai encore un peu. J'aime pas trop qu'on voit trop l'espèce de cercle. Moi, je dirais, là, je voudrais juste la relâcher un peu. Je la mettrais à 0,06, un truc comme ça. Voilà. On peut même y aller encore un peu. Exactement, voilà. Donc on voit toujours les filaments, mais c'est légèrement relâché et voilà. Moi, je suis content avec ça. Je serais satisfait avec ça. Ouais. Est-ce que gravité plus forte, c'est juste une gravité qui est très très forte dans le bac ? Non. Mais voilà, parce que cet effet de cercle là, il est maintenu même quand on diminue la gravité à côté. En fait, le rapport entre la force d'attraction et la force de gravité qui dépend d'autres paramètres. Donc il y a un peu de... La gravité agit un petit peu différemment selon les forces donc selon que tu as activé le line log ou pas, par exemple. La gravité, elle est du même ordre de elle grandit quand tu vas loin du centre, elle grandit avec une force qui est grosso modo qui domine légèrement, normalement par défaut elle domine légèrement la force de répulsion, et là elle la domine d'un exposant. Genre si ta force de... Donc, juste pour expliquer, donc c'est une sorte de simulation physique. Il faut que il y a une force d'attraction quand les nœuds sont connectés, une force de répulsion entre toutes les paires de nœuds. La force d'attraction doit dominer la force de répulsion, sinon ton réseau il resterait pas contenu, il s'exploserait à l'infini. Et il faut que la force de gravitation aussi, elle domine la force de répulsion. Donc en fait, si tu veux, c'est l'exposant de la force de gravitation, l'exposant de la distance qui change. Donc tu changes la formule de la gravitation. Pas seulement sa force, mais comment sa force varie en fonction des distances. Ok. Oui, je vois. Ah oui, mais en fait, c'est très physique en fait. C'est très physique. Ce cercle-là, il existe simplement de façon émergente. Il n'est pas codé en dur. C'est simplement qu'il y a une espèce de distance à laquelle la gravitation domine la répulsion générale de ton réseau. Ton réseau, il est comme une sorte de gros aimant. T'imagines que tous tes nœuds sont des aimants qui se repoussent tous les uns des autres. Ils ont tous la même polarité, ils sont tous positifs. Donc tu peux considérer tout ton réseau comme un gros aimant positif. Et son champ repousse et la gravitation attire. Et il y a une sorte de figure en forme de cercle où les deux se balancent exactement. C'est l'horizon des événements. C'est là où on va se mettre. Dans le trou noir. C'est un peu ça, c'est exactement ça. Si tu mets un nœud tout seul, il va se retrouver plus ou moins là. Ouais. Et donc c'est pour ça que tes îles, elles se positionnent sur cette espèce d'horizon. Ouais, exactement. Et on voit que quand je prends le nœud là pour le sortir justement de cette orbite, bah, la gravité est plus forte ici. Et en fait, si je le... Exactement. Si je tu mets dedans, la dessous, répulsion est plus forte. Et si je c'est le mets là en où dessous, il va là où elle se balance exactement. Ouais, c'est un trou noir en fait là. C'est ça qu'il y a à l'intérieur des trous noirs. Tu devrais postuler pour une thèse en physique, là, un prix Nobel. On sait ce qu'il y a dans les trous noirs, il y a des cartos en fait. Pas mal. Et donc là, voilà, je gère ma gravité de manière à ce que ce soit pas trop fort pour... En fait, si je reformule avec mes mots pour voir si j'ai bien compris, en fait, avec la gravité plus forte, je viens changer l'indice avec lequel la distance est importante dans la force d'attraction, mais comme cette force comme l'indice rend la force beaucoup trop forte pour un réseau classique, je suis sur une gravité 1 telle qu'elle est codifiée pour 1, je suis obligé de vraiment drastiquement la baisser pour qu'on soit à nouveau sur des ordres de grandeur qui soient acceptables.
Exactement. Et ça il n'y a pas de bonne valeur. Ça dépend de la taille de ton réseau. Quelqu'un qui a un réseau qui a 1 million de nœuds, il aura une valeur de gravité complètement différente. Okay. Parce que ça dépend aussi de la densité, non seulement de la taille de ton réseau en termes de nombre de nœuds, mais aussi de sa densité. Okay. Plus ton réseau est dense, plus le nombre de liens va le ramasser sur lui-même. Donc la gravité est d'une certaine manière un peu moins nécessaire ou pas de la même façon. Ok, je vois. Donc là, on a quand même quelque chose qui est pas mal. Alors moi, ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai tendance, quand c'est comme ça, à même pas m'embêter et à retirer les composantes connexes, ce qui veut dire qu'en fait, j'aurais retiré ça, tout ce qui n'est pas le cluster principal, parce qu'en général, alors des fois, on a des cas un peu particuliers où on peut avoir plusieurs clusters, mais en général, on a un cluster qu'on veut analyser, et dans ce cas-là, je garde que la composante 0. C'est mieux de tout garder de mon point de vue. Au moins, tant qu'on ne sait pas où on va, ces petites îles, elles peuvent être pertinentes. Et moi, je ne sais pas c'est quoi les données. Mais comme toi, tu as l'habitude et que tu sais c'est quoi les données derrière, tu peux très bien prendre cette décision. Là, je pense que ce que nous, on va faire, c'est plutôt tout visualiser à chaque fois. Mais cacher les îles, c'est à ça que ça revient. Tu gardes juste le continent le plus gros et tu élimines tout le reste. C'est ce que fait le truc composante connexe. Pourquoi pas? Oui, en fait, on peut les garder, mais juste les masquer. Tu peux pas revenir en arrière. C'est ça. Alors, par contre, un truc important là, c'est que les petites îles, elles ont atterri là où elles ont atterri de façon totalement random. Elles pourraient être ensemble, séparément. Ouais. Donc là, par exemple, on voit il y a un petit lot d'îles qui est en haut à droite et un petit lot d'îles qui est juste sur la droite. Où est une île n'a aucune importance. Voilà, là, je viens de la redéplacer. Tu pourrais la déplacer. Exactement. Là, je la mets là-bas. Exactement. Donc là, vous pourriez, par exemple, décider de mettre toutes les îles ensemble pour des questions visuelles ou quoi. Fondamentalement, elles sont nulle part, ces petites îles, puisqu'elles sont déconnectées. Donc dans la structure, elles flottent librement dans la structure, donc elles n'ont pas d'endroit précis. Donc voilà. Ça, vous voyez, on voit qu'il y a plusieurs configurations possibles. Alors vous voyez bien que si on les met trop près du gros cluster qui est vers le haut, elles vont aller fuir d'un côté ou de l'autre. Ouais. Donc là, ce que tu es en train de faire, l'espace qui est à gauche est relativement stable. Voilà, si tu la mets là, elle va aller soit vers la gauche, soit vers la droite. Exactement. Parce que le gros cluster les repousse. Donc elles vont un peu dans une espèce de creux, ce qui est assez logique au fond. Voilà. Donc ça, c'est un truc que vous pouvez faire à la main. Il y a plein de petites actions comme ça que vous pouvez faire à la main pour un petit peu améliorer selon ce que vous voulez faire. Ce qui est important, c'est de savoir que la position des îles n'a pas d'importance ici. Oui, parce que moi, quelque chose que j'ai remarqué quand j'ai présenté Gephi et que j'ai donné des cours sur Gephi, des tutos des personnes, les gens ont peur de... Comme c'est un outil automatisé, les gens ont peur de le modifier à la main. Ils ont peur que ça altérerait la vérité vraie du saint algorithme automatisant qui te met tes données dans cette forme-là. Et souvent, ce que je leur dis, c'est qu'il ne faut pas hésiter. Alors là, déjà, ça, quand on sait ce qu'on fait, il ne faut pas hésiter à mettre les mains dedans. C'est-à-dire que souvent, on a peur de le modifier quand on le fait de manière non raisonnée, j'ai envie de dire. Mais par exemple, des fois, supprimer un nœud dans une cartographie, c'est ce qui va lui donner tout son sens, parce que le nœud en question, je pense notamment à si tu fais une cartographie, par exemple, de follow d'une personne et que tu mets la personne dedans, en fait, ça va être contre-productif de garder ce nœud-là. Tu vois. Si tu fais, pareil, tu fais des analyses de mentions du compte d'un politique et tu gardes le arrobas du politique dedans, il va phagocyter tous les liens parce qu'il est la condition sine qua non de l'existence du corpus. Et donc des fois les gens ils sont un peu, et là pareil pour modifier les îlots, ils sont un peu réticents à le faire parce qu'ils ont l'impression que ce qui a été automatisé fait foi, alors que pas vraiment. Bah ouais. Salut les soins. Mais bon, donc là on espère que là, en suivant nos explications vous comprenez un peu c'est quoi la logique. Et que vous puissiez prendre ces décisions. Mais c'est vrai que si tu ne sais pas comment prendre les décisions, je comprends aussi que tu ne saches pas qu'est-ce qu'il faut faire. Alors là, on pourrait essayer de faire encore mieux, mais je pense qu'on va avancer puis voir un peu un autre réseau. Ce réseau, il n'est pas trop gros. Donc on voit déjà assez bien sa structure. Tout ce que je ferais, moi, là, c'est que je le stabiliserai. Okay. Je passerai une sorte de phase de finalisation. Donc je cliquerai sur empêcher recouvrement, exactement. Là, je trouve que on a un petit peu écrasé la structure. Alors, réduire la gravité encore ?
Ouais, c'est exactement ça. Voilà, je la réduirai un petit peu. Là, je mettrai à 0,03 ou 0. Voilà, très bien, c'est bien. Voilà. Là, on a donné un petit peu d'air au réseau. Fondamentalement, comme on empêche les nœuds de se recouvrir, c'est comme s'ils allaient de fait être considérés comme étant un petit peu plus gros que ce qu'ils sont. Ouais. Et donc, ça, voilà, on voit un petit peu moins. Donc, c'est quoi il y a un effet de vase communicant là. D'un côté, on voit bien les clusters si on n'applique pas empêcher le recouvrement. On voit un peu mieux les clusters parce que les nœuds sont plus proches les uns des autres, mais on n'arrive pas forcément à bien les distinguer. Et puis c'est pas forcément propre parce que le pattern visuel d'avoir certains nœuds qui se touchent et d'autres qui se touchent pas, c'est pas très agréable. Donc c'est souvent bien de finir avec empêcher le recouvrement, mais quand on va le faire, les nœuds se repoussant un petit peu plus, ils vont un peu faire que les clusters se mélangent un peu. Moi je suis ok avec ça. Si ça continue de trop bouger, là, vous voyez que les nœuds, ils cherchent un peu leur place. Il y a une optimisation qui tourne qui fait que les nœuds sont un petit peu en train de circuler. On voit en haut, ça bouge, voilà. Et si vous voulez aider l'algorithme à se stabiliser, il faut simplement baisser le paramètre tolérance. Il faut rendre, donc là, qui s'appelle entre parenthèses vitesse, diminuer la vitesse. Vous pouvez la diviser par, je sais pas, par 2, par 4, il faut y aller. Donc là, tu mets 0,05 par exemple. Voilà, et puis ça va moins bouger. Okay. Et là, grosso modo, je trouve que c'est pas mal. Voilà, on pourrait encore baisser, vas-y. Voilà. Puis quand vous êtes bon, tu peux juste arrêter. Et là, on considère que c'est bien. Je ferais juste une chose là. C'est que je réfléchirais simplement au format dans lequel je vais afficher mon réseau. Parce que, en fait, le réseau, à un moment donné, on va le stabiliser, on va commencer à construire une image mentale du réseau. On va se souvenir que le gros cluster machin, c'est tel truc, le petit cluster machin, c'est tel autre truc. On ne veut pas rechanger le réseau après qu'on ait commencé à le comprendre, sinon on perd cet investissement mental de comprendre le truc. Et c'est bien de directement se dire où est-ce qu'il va aller ce réseau pour savoir si il va aller dans une page plutôt verticale ou plutôt horizontale. Si vous voulez mettre en grand dans une page web, par exemple, les pages web c'est vertical, tu scrolles. Si vous voulez l'imprimer sur un poster, peut-être le poster il est plutôt horizontal. Donc là par exemple on voit qu'il a une forme ce réseau plutôt horizontale. Ouais. Là comme il est là, on va le laisser comme ça, mais on pourrait le tourner. Donc si on voulait le tourner, on pourrait aller chercher un des petits layouts. Ça va changer d'ailleurs dans le prochain Giphy grâce à Mathieu Totet qui a mis une petite fonction où on pourra directement agir là-dessus. Mais on pourrait avoir un layout qui permet de tourner le réseau et on le mettrait dans la forme pour que son étalement soit plus vertical ou plus horizontal selon ce qu'on veut. Je conseille de choisir l'un ou l'autre. S'il s'étale vachement en diagonale, il sera juste jamais bien. Copier les données de ID vers label et de voir si on arrive un peu à voir quelque chose. Ouais, ça fait des labels qui sont un peu longs. Les labels sont gros, du coup. Ouais. Alors, c'est une bonne technique de hiérarchiser les labels. Donc, tu as un paramètre là, t'es passé peut-être un petit peu vite, mais donc, vous trouverez ça dans tous les tutoriels. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met la taille des labels proportionnelle à la taille des nœuds. Et donc, ça devient stratégique d'avoir mis des nœuds de tailles différentes. Parce que sinon, tous vaudraient, alors que là, on voit au moins les nœuds les plus connectés. Et ben voilà, on a des trucs genre environnement, infrastructure, Pierre Fabre. LFI, voilà. PS, UMP, Radio Jean-Louis France, Borloo. conflit d'intérêts. Voilà. Donc, est-ce que tu peux, du coup, remettre la couleur des liens maintenant ? Oh, c'est pas grave. Ouais. Ouh. Bavard. C'est peut-être pas un truc qu'il faut faire. Non, donc la question se pose, est-ce que vous voulez afficher la couleur des liens ? Est-ce que vous voulez pas afficher la couleur des liens ? Ici, je pense qu'il y a tellement de couleurs et ça attaque tellement que moi je la mettrai pas. Aussi parce que d'une certaine manière, donc la couleur des liens vient d'une source. On peut paramétrer ça différemment. Donc là, par exemple, les roses vont jamais avoir de lien rose. Mais en fait, cette direction des arcs, la direction des liens, elle est en fait au fond arbitraire ici, je suppose. Et donc, je l'utiliserai pas moi là, je mettrai pas la couleur des arcs. Je trouve que ça distrait du message. Ouais, c'est un graphe orienté. Il est techniquement orienté, mais est-ce que l'orientation représente quelque chose de précis ? En fait, des fois, elle peut être simplement orientée parce qu'on a décidé que de la catégorie A vers la catégorie B, ça serait toujours A vers B. Oui, c'est ça. Et c'est utile à avoir.
mais ça serait tout aussi vrai. Alors c'est pas la même chose que disons je te cite et tu me cites. Ouais. Au moins on sait ce que ça veut dire. Là c'est juste A vers B ou B vers A, c'est juste une convention qu'on s'est donnée avec soi-même. Puis c'est vrai que là les couleurs donnent pas forcément beaucoup d'informations, ils sont très mélangés. Je trouve que la couleur sur les liens elle est assez intéressante quand elle permet de justement faire de la segmentation, que ce soit pas avec une modularité, que ce soit parce que ton lien permet d'identifier des clusters. Tu vois, je te rappelle celle de ma cartographie sur l'UFC, en mettant les catégories de poids sur les liens, elle permet de les voir parce qu'en fait, les catégories de poids sont majoritairement reliées les unes aux autres. Mais c'est vrai que ici, comme on peut avoir des nœuds, vu que c'est une typologie de nœuds et que les nœuds sont pas forcément amenés à être ensemble parce qu'ils sont de la même typologie, ça fait qu'on a ce mélange de couleurs qui nous donne moins d'informations que sur une modularité.